avec la méthode la descente de gradient, on peut faire, pour minimiser cette fonction-là, vous avez vu, on peut faire des dizaines d'itérations, voire des milliers d'itérations, je ne sais pas. Il y a des itérations. Le grand avantage du gradient conjugué, c'est que par une forme de magie, on peut réduire le nombre d'itérations à 2. On peut résoudre le problème en 2 itérations. Donc, quelle est l'intuition du gradient conjugué? Ici, vous avez la fonction. Vous comprenez x carré plus y carré. Ici, vous avez ce qu'on appelle le contour plot. Sur chaque cercle, la valeur de la fonction est fixe. C'est ce qu'on appelle aussi les courbes de niveau qu'on peut voir à la montagne. Vous restez sur une courbe, la courbe de niveau. Si ça c'était, je sais pas, la fosse des Mariannes, okay. Si c'était complètement symétrique, ça aurait été les courbes de niveau. Là, je peux écrire au tableau. Comment ça fonctionne? Donc, disons que je pars d'un point aléatoire sur cette figure-là, mais je pense que je peux écrire, regardez, je récupère l'image, tac, tac, tac. Okay. Qu'est-ce que je vais faire avec l'image ici? Ça c'est, d'accord? Admettons, je pars, excusez-moi pour le temps que vous perdez avec ça. Disons que je pars d'un point aléatoire ici, et disons que la première direction de descente, je la génère moi-même. Pardon. Tac, je pars d'ici, et je choisis moi-même la direction de descente, Et disons que je vais aller dans cette direction-là. Je me déplace, vous comprenez? Comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez une autre méthode qu'on a discutée, la descente de coordonnées. En fait, c'est en quelque sorte comme une descente de coordonnées. La descente de coordonnées avance à chaque itération sur une seule direction, qui est d'habitude une coordonnée, si c'est une descente par coordonnées, et calcule la valeur min de la fonction sur cette direction. La question que je me pose, où est-ce que je trouve la valeur min de ma fonction si j'avance sur cette direction-là? Où est-ce que je croise la valeur min de la fonction? C'est au moment où on est tangentiel. C'est là où je touche le cercle, si vous voulez. Après, on va faire les calculs plus tard, parce que là, en fait, si je calcule ça comme c'est une fonction directionnelle, si vous voulez, et si j'utilise une variable t qui m'indique la longueur de pas que je fais sur cette direction-là, je termine avec une fonction d'un seul argument, t. Et si je calcule sa valeur min, ça va être ici. Après, l'idée du gradient conjugué, c'est de dire, ok, par la suite, on peut calculer une autre direction, mais quelle est la meilleure direction imaginable ici? C'est la direction orthogonale à partir de ce point-là. Si je vais dans la direction orthogonale par rapport à ce point-là, et je calcule le point où j'arrive à la valeur minimale, j'ai ma fonction en 2 itérations. Ok? Oui, un peu, oui. Oui, j'ai triché un peu ici. Mais c'est ça l'objectif du gradient conjugué, pardon, oui. Parce que là, ce que je veux dire, c'est que vous touchez le cercle, mais dans le cas où on ne touche pas le cercle, on descend. Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, si je prends d'ici une direction comme ça, en fait, dans tous les cas, ce sera il y aura quelque part un cercle, si vous voulez. Oui, je comprends. Ok, vous comprenez, d'accord? Ah, oui, d'accord. Je sais pas, le cercle, ça va être un truc comme ça. D'accord? Oui. Bon.
Vous comprenez, ok? Un truc comme ça. Mais en vrai, la première, c'est le gradient. Mais normalement, On peut prendre le gradient, oui. Mais même si on prend autre chose pour ce cas de figure, pourquoi j'ai pas pris le gradient? Parce que si je prends le gradient, oui, dans ce cas-là, oui. dans ce cas-là, le gradient, il va... Il plonge direct dedans. Oui, il va directement vers le gradient, donc pardon. Est-ce que par hasard, ça arrive ça? Le gradient, il va... C'est gagné. Si direct, t'es dans le centre, t'as gagné. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il fera pas Non, il s'arrête. Si t'as gagné, t'as gagné. Oui. Mais l'histoire va rester plus ou moins la même, mais on va mettre à jour la notion de vecteurs orthogonaux lorsque, au lieu d'avoir x carré plus y carré, j'ai ça. Là, Ah oui. Là en l'occurrence... là, mon truc, il est un peu tordu et mes courbes de niveau, regardez, c'est ça. Et du coup, là, le gradient ne va pas directement plonger vers le fond, et puis du coup, c'est... Vous allez voir. Et du coup, on peut prendre... Je vais vous montrer ce qu'il fait ici. Donc, je vais sauvegarder cette image. Ok, je l'ai là. Mais, vous voulez une pause? Après. Une question qu'on n'a pas encore évoquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est très géométrique ce que veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que deux vecteurs sont orthogonaux? Admettons que ici c'est 0, 0, vous comprenez? Donc le produit de la norme des deux, c'est 0. Le produit des deux, c'est 0. Le produit scalaire des vecteurs est 0. Donc, excusez-moi, si j'ai... Je vais écrire ici. Parce que on va généraliser ça. Si j'ai le vecteur... D, qui est D1, D2. Si je veux le vecteur orthogonal, donc disons que, vous comprenez, cette distance-là, ça c'est D1, d'accord? Et ça c'est ok. Je veux avoir un D' tel que D1', donc D, excusez-moi, je l'écris comme ça. Ça, c'est un vecteur. Je l'écris comme ça, d'accord? Ça, c'est D. Par la suite, je cherche un D'. Ou bien je l'appelle E, si vous voulez. Je l'appelle E. Et je veux quoi? Je veux D transpose E égale 0. Ça me donne quoi? Comment on détermine ça? C'est une direction, dites-moi. Dans la méthode du gradient conjugué, c'est pas exactement l'orthogonalité. On arrive. Mais pour connaître les intuitions ici, là c'est dans l'orthogonalité la plus simple. Ici, ce qui m'intéresse, c'est une direction. Je peux fixer la première valeur à 1 pour voir comment on fait le calcul. Et la deuxième valeur, je l'appelle E2. Vous comprenez? Ok, parce que je peux multiplier le vecteur par quelque chose. Et cette condition-là m'indique que D1 fois 1 plus D2 et 2 égale 0. Ce qui me donne D2 égale moins D1 sur D2. Donc, j'obtiens ici 1 moins D1 sur D2. Donc, pour faire vite fait le calcul ici, admettons que je peux dire que D1 c'est 3 et D2 c'est 1. Donc, si D égale D1 c'est 3, ok? Ça c'est la largeur c'est 3, la hauteur c'est 1. Alors, vecteur orthogonal E, ça donne, vous comprenez, ça transposé. Je vais l'écrire comme ça.
c'est 1 moins 3 transposé. Donc, ça c'est 3, soit c'est 1. Moins 1 moins 3. Si je pars d'ici par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars de n'importe où, je monte d'une unité, je tourne à gauche de 3 unités. Non. D1 c'est l'horizontal. Si. Oui, ça veut dire que si je me déplace d'une unité à droite, je dois descendre 3 unités. Regardez. C'est ça. Ok. Pourquoi? Je me suis déplacé d'une unité comme ça. Ah oui, Et après, je suis descendu 3 unités comme ça. Donc, vous voyez, c'est l'orthogonalité. Bon, je vais essayer de vous montrer comment la méthode du gradient conjugué fonctionne dans le monde des matrices 2x2 avec ce type de calcul. Mais ici, vous avez compris. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Je dois récupérer l'autre figure. Okay. Et là, je fais une petite pause peut-être. Là, l'orthogonalité, ça va être différente. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x1 plus 2x2 carré. Ok, je reviens sur mon code. J'avais ça. Tac, je suis toujours dans ce cadre-là. Tac, xt. Ici, j'ai mon A. Ça, c'est la matrice A, d'accord? J'écris comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Pour que je minimise x1 carré plus x2, plus 2x2 carré. Donc, quelle est la matrice A qui me donne, qui fait que cette fonction-là donne x1 carré plus x2 carré plus 2x2 carré. Si c'était i, j'aurais eu ici 1. Avec un 2 en bas à droite. Ouais. Donc ici c'est, si vous voulez, 1. Ici. C'est ça. Je veux minimiser ça. D'accord? Je vais travailler la méthode du gradient conjugué. J'ai même pas besoin de faire deux itérations, d'une boucle pour les itérations, parce que pour n égale 2, j'arrive en 2 itérations. C'est ça l'objectif. Et je veux, donc, A égale, je vais l'écrire comme ça, sous Julia. 1, 0.02, d'accord? Je vais prendre un x aléatoire. Je m'en fiche. Je prends un point de départ aléatoire. 3,4. 2,4, 3,4. Je prends un point aléatoire. Et je peux prendre même une première direction aléatoire. La première direction D. La direction de la première descente. Si elle est aléatoire. Ah oui, okay. Même si elle est aléatoire, on peut la calculer grâce au gradient, machin. Mais je la laisse aléatoire. Un truc. Et on va voir comment ça va jouer ici, la chose. Donc, la première chose à faire, je considère la fonction f de t égale f. Comment? Non. Donc, ça c'est f. Excusez-moi. Ça c'est f. D'accord? Je considère la fonction g de t égale f. Vous avez l'intuition. X c'est celui-là. X plus quoi? Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Excusez-moi. Je pars d'un point. Disons que je pars de moins 1
moins 1. Et j'avance dans la direction 1.1 pour que les choses soient hyper claires. Ça veut dire que dans ma figure, le point 1 moins 1, il est là. Donc ici, je peux écrire, pardon, que les choses soient hyper claires. Non, il est plus haut, il est en haut. Moins 1, moins 1. Ah, moins 1. Ok? Donc, pardon, excusez-moi. Je m'excuse. Mais, tac, je fais comme ça. Et je vais dire ça, c'est X. D'accord? Et je disais que je veux... je vais pas choisir de la direction 1,1 parce qu'il arrive à la solution. Quand même, laissez-moi choisir... Une solution en 2. oui, en 2 ou en 3, peu importe, un truc comme ça. Ou même, c'est plus facile pour mon logiciel de graphique si je mets 3.1. 3.1, c'est un truc, genre, je pars d'ici. C'est grosso modo un truc comme ça. Oui. Peut-être avec un peu de... Ok, je mets ça. Là, c'est 2, 1. Pour moi, à mon avis, la largeur est 3 fois plus grande que la hauteur, grosso modo, non? Bah, là, d'après les axes, là, Ah. c'est 2, 1. Ah oui. Donc, oui. C'est pas très important, là, c'est- Ah oui. Ok. Donc, je dois... Donc, j'ai 3 cases à droite, une... Bah, 3, ça ferait arriver à 0.05 et pardon. à moins 0.5. Sur les axes ici. Alors, vous savez, je vais mettre ce que vous avez dit, 2. 2, 1. Donc là, je pars d'ici, 2, 1. C'est grosso modo, c'est ça. C'est vers cette direction-là que je m'en vais. Bon, admettons, pour simplifier un peu mes choses, mettons ça. Donc, ok, ça c'est D. La première étape de la méthode du gradient conjugué, c'est de savoir si j'avance sur le long de cette direction-là, où est-ce que c'est la valeur min. C'est ça. Oui. Comment on sait si on va dans ce sens-là ou dans l'autre sens? On peut aller dans les... Si... En fonction de la donnée. Par exemple, si tu pars de ton point X et ensuite tu incrémentes sur le X et selon le... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si elle a été prise aléatoire, elle pourrait très bien remonter. Donc ici, la fonction, elle descend, et après, elle monte, parce que le long d'une direction, la fonction est convexe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Ouais. Elle aurait pu être... si je pars d'ici, Là, elle fait c'est comme... pour l'exemple que c'est aléatoire. En vrai, ce truc-là, c'est une amélioration du gradient. Donc, Donc ouais, la première, ouais. tu vas prendre le gradient, Ok. et en fait, tu vas améliorer ton gradient avec des trucs qui sont toujours orthogonaux. Ok. Donc la première, c'est sûr qu'elle descend. Donc, on arrive toujours en descente. Ouais. Enfin, mais on peut aller vers dans la direction ou en sens inverse. Parce que pourquoi? Je veux savoir où c'est la valeur minimale de ma fonction f le long de cette direction. En avant ou en arrière. Je peux aller en avant ou en arrière. C'est pour ça, dans le cas le plus général, je vais en avant ou en arrière. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Comment je fais? Qu'est-ce que je veux faire là? Gx de t. T, c'est le pas que je fais sur cette direction. Qu'est-ce que je fais? Comment je déclare ça? C'est pas du code Julia, c'est un commentaire. G de t égale f de x. Comment je formalise la chose? T. Plus t x. C'est moins X que tout. T fois. J'avance sur la direction d. T fois d. T fois d. Ok? Donc si t vaut 1, j'avance si vous voulez jusqu'ici. Si t vaut moins 1, je vais en arrière, c'est pas grave. Ok? C'est ça l'idée.
Après, à partir de là, je vous préviens, il y a un peu de calcul parce que je veux savoir quelle valeur de t minimise ça. C'est ça ma question. Donc du coup, à partir de là, je pense que ça répond à votre question. Comme t peut être positif ou négatif, c'est pareil, mais on fait quand on va trouver. j'ai une droite qui traverse mon espace. Je peux aller. Oui, donc je veux avoir la valeur min de la fonction sur ça. Ok. Comment on peut continuer à travailler ça? Donc, pardon? Oui, parce que là, comment ça va marcher la chose? On doit travailler un peu ça. J'ai fait le calcul avant d'arriver. C'est quoi cette fonction? fx, je suis obligé de l'écrire. Ça va donner. J'essaie de faire alors x1 plus t fois d1, d'accord? Au carré. Ça c'est truc plus 2 fois sur x2. D'accord, c'est ça, ça fonctionne. Par rapport à la variable t. Bon, il y a un peu de calcul ici. C'est un peu prosaïque, mais vous savez, ça fait partie de la vie. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous proposer ça comme exo de quelques minutes. Vous n'avez pas trop envie. Parce que, comment ça va? Non, pas. Ouais, sachez que ça fait partie de la vie. On doit. Je vais le faire. Je l'ai fait tout à l'heure. Mais bon, quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut me dicter? X en carré. C'est 2 fois t x en d1. Ça. Plus t carré. Plus t d1 carré. Enfin, t carré plus d1 carré. Excusez-moi. T carré. D1 carré, c'est ça? Oui. Pareil ici. Donc j'écris comme ça. Plus, ça c'est x en carré, d'accord? x2 au carré. C'est 2x2 au carré, c'est ça? Plus 4t d2 plus 2 t carré d2 carré, d'accord? Désolé si je me suis trompé. C'est pareil sauf que... En haut, c'est plus 2 x1 t d1. Non? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est pareil. Bien sûr. x1. Ici, non, x2. C'est pas là, je crois. C'est avant. Le 4 et La fatigue le soir. Ouais. Parce que vous me croyez bien, ça au moins je sais un peu développer un carré. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Ok. Il faut que... Oui. Non, là c'est ça, et du coup après c'est 2... Oui, Ok. Je vais accélérer d'une certaine manière parce qu'après, qu'est-ce qu'il me reste par la suite? Ce qui m'intéresse, c'est la valeur min de ça. La valeur min de ça, c'est là où la dérivée s'annule. Donc là, ce que je vais faire, je dérive ça. Ça va, je récupère la chose. Ici, c'est simple. Je dérive ça par rapport à t. C'est pour ça, ça disparaît. Ici, au niveau de la dérivée, je fais ça et je suis bon. Ici, t carré, ça donne 2t. 2t carré, ça donne 4t. C'est ça?
C'est bon. Donc, ce qui fait, je vais l'écrire comme ça, t fois d1 au carré, 2d1 au carré, c'est ça? Plus 4 d2 au carré. Ça? Plus ça. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Oui. Je sais pas. Plus ce truc-là. Sauf erreur de ma part, c'est ça. C'est pas plus entre les deux. Ah non, Bien sûr. oui. Bien sûr. Ok. Donc du coup, la valeur de t, vous voyez, c'est pas si criminel que ça le calcul. La valeur de t, ça va être t égale moins ce truc. Parce que je veux que ça soit égal à 0. Je veux annuler la dérivée. Mais je crois que le t, il est pas bien placé, je crois que par rapport au deuxième monde, c'est vrai. Non? Le t, pour moi, il devrait multiplier la deuxième partie. Non? J'ai ici t multiplié par... Oui, mais là, le 2d1, c'est la partie de gauche. 2d1 ici. Oui, mais lui, du coup, il n'est pas multiplié par t. Si, j'ai la parenthèse, je sais pas. Non, mais il devrait pas, justement, ça devrait Qui? être l'autre partie. Ça devrait être la partie droite de l'addition, donc qui devrait être multipliée par t. Partie droite, ici, c'est ça? Sur la ligne du dessous. Oh, ok, oui. Pour moi, c'est cette partie-là qui devrait être multipliée par t, non? Non, parce que je récupère ça. Ça, je le récupère d'ici. Il est tout seul. Ah, c'est celui-là, pardon. Ah oui, pardon. Et celui-là, il vient de là. Ah, pardon. Ah oui, non, pardon. Mais n'hésitez pas à me suivre parce que ne croyez pas au mythe du prof parfait qui ne fait pas d'erreur de calcul, qui se trompe jamais, qui connaît tout. Non, ça n'existe pas. Donc, si j'ai pas fait d'erreur ici, si je me retrouve avec... je veux que ça soit égal à 0, ce qui revient au fait que je veux que ça soit ça, le machin, ok, si je veux ça. Donc du coup, le t que je cherche, ça va être, si vous voulez, une fraction, une grosse fraction de ça. D'accord? Sur ça. Là, est-ce que vous voyez je vérifie aussi avec quelques calculs que j'avais fait tout à l'heure. Ça a l'air d'être bon d'après les calculs que j'avais fait avant de démarrer la séance. Il me reste à écrire ça sous Julia. Et c'est pas trop compliqué parce que je peux écrire t égale. Julia, c'est quand même, il a certains avantages. La parenthèse du moi, je peux écrire 2. Il accepte 2x1. C'est un des seuls langages qui accepte. Je mets 2x, il a compris que c'est 2 fois x. Il faut que... Pas, du coup. Pardon? Ah, je trouve pas ça cool. Du coup. Ah, non? Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un vecteur d'erreur monumental. Pour moi, si on met pas le signe... Enfin, oui. Pas de symbole, c'est un nom ou un truc comme ça. C'est un Frankenstein, c'est ça? Un monstre de... Je sais, bon, mais vous comprenez, je sais même pas s'il arrive à tout enchaîner comme ça, mais c'est un langage, les auteurs ont fait beaucoup d'efforts pour que Monsieur Tout-le-Monde le plus haut, même Monsieur Tout-le-Monde un peu demi-débile puisse s'en sortir. Il a même plus besoin de trop taper. Bon, moi je dois taper la multiplication, la fraction. Ici j'ai 2d1 au carré plus 4
de 2 au carré, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air correct. Ok. Alors, après, j'écris x égale x plus t fois d. Je fais un print ln de x. Je vais voir ce qu'il va me dire. Parce que vraiment, ici, je suis en train de suivre la logique de ça. Donc, je fais ça, vraiment. X, c'est le prochain x qu'il me donne. Je reviens dans ma console et je fais include. Donc, pour que vous puissiez voir le code. Include, ça s'appelle gradient. Ok. Oups. Qu'est-ce qu'il dit? Ligne 25. Non, c'est les commentaires. Le machin égal, le slash égal avant, apparemment ça doit être l'ouvert, il aime pas. Non, le dièse égal, ça doit vouloir dire. C'est ça. Le dièse égal, ça doit ouvrir un commentaire. Merci beaucoup. Ah oui, bien vu. Bien vu. Bien vu, c'est ce qu'il dit. Oui, mais oui. Le dièse égal, ça doit ouvrir le commentaire. Ok. Cool, merci. Donc là, il est à 0,3 moins 0,33 moins. Donc il est où? Il est par là. Comme prévu. 0,33 à droite et moins 0,33 à gauche. Donc ici pour moi c'est ici 0,0. Il est là. Donc ici, vous le voyez, il est là. Ok, donc je peux mettre mon, donc, tac, il est bien là, comme, il est là, pardon. Excusez-moi, je fais comme ça, vous comprenez, je suis là, parce qu'il m'a sorti ça. Je pense que je peux faire une petite pause. Ici, c'est qu'à la toute prochaine itération, j'arrive à la même chose et je tombe à la deuxième itération, je tombe sur la valeur optimale. Quand même en 2 itérations, je continue, on a fait une itération, j'enlève les commentaires un peu pour se focaliser sur l'essentiel. Je vais ajouter un print ln. Itération 1, d'accord? Et ici, vous savez ce que je voudrais afficher, la valeur de la fonction sur x. Je vais dire print ln, valeur de départ, d'accord, virgule, quelle est la valeur? X transpose fois A fois X, d'accord? Itération, et après je l'affiche à la fin de l'itération 1, si vous voulez. Valeur fin itération 1, c'est ça? J'ai bien écrit, tac. J'exécute alors. Ah, quelque chose ne va pas. Valeur de départ, c'est 3. Est-ce que c'est correct? La valeur de la fonction au départ, c'est 3, parce que je l'ai évalué dans le point moins 1, moins 1. Faites le calcul. C'est x1 au carré plus 2x2 au carré, d'accord? Mais par contre, c'est ici que je suis pas content du tout. J'avais affiché x qui était... Un truc très prosaïque, pourquoi je vois 10 machin?
Vous l'avez vu pourquoi je vois ça? C'est la valeur de la fonction. Presque. Mais j'étais censé descendre. Je suis parti de... C'est 1, 0, en fait, il n'y a pas d'espace. Ouais, 2 points après le 1. Ah oui. Mais ça fait partie de la vie, moi. Pédagogiquement, je trouve... Là, je le vois. Il a descendu de 3 à 0,33. Après, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite dans la méthode du gradient conjugué? Il faut choisir la prochaine direction. Quand je minimisais x carré plus y carré, c'était c'était quoi? Le vecteur orthogonal. Oui. Donc, parce que moi, je cherche un autre vecteur orthogonal, vous vous rappelez? Et on avait comme formule être E transpose fois D égale 0, vous vous rappelez? Pour avoir le vecteur orthogonal de D, c'est E qui respecte ça. Okay? Là, la formule qu'on va utiliser, c'est ça fois A fois D. Un peu bizarre et j'ai du mal à donner une intuition. C'est parce que le gradient, il est orthogonal. Oui, mais quelle est l'intuition? L'intuition derrière de dire que E fois D, c'est toujours un produit scalaire, mais j'interpose le A dans le calcul. Peut-être. Ça ressemble un peu au truc du O, en fait. Pardon? Ça ressemble à la formule du O, tout en haut le F. Oui, parce que ici, ça, oui. Donc là, Ouais. pour que les choses soient clairement écrites, j'écris ça. Ici, on a Là, c'est E. Oui, si je fais ça. Donc le D est fixé et je veux que ce truc soit 0. Ça revient à faire E1, D1. C'est un peu plus comme plus E2 et E2 au carré plus D2 au carré. Bon, on va l'écrire même. La matrice, elle a le rôle de, disons, comment dire, non, c'est pas pour recentrer. La matrice, d'une certaine manière, la matrice A, elle sert à élargir l'espace selon certaines directions, parce que les courbes de niveau, si vous voulez, ça représente en quelque sorte, ça sort de la matrice A, les courbes de niveau. Et la matrice A, elle a quoi? Elle a 1 en haut à gauche, c'est ça. Et ici, il est en 2 sur sa deuxième coordonnée. Donc, elle a élargi un peu l'espace. L'action de la matrice sur l'espace, elle élargit l'espace sur une des deux dimensions. Elle a doublé l'espace sur une des deux dimensions, d'une certaine manière. Et là, du coup, ça va annuler en remultipliant par la matrice. C'est un peu ça. Donc là c'est un concept assez dur à expliquer de manière intuitive parce que j'ai pas plus d'intuition que ça, à vrai dire. C'est comme si ça va étirer en faisant quelque C'est chose ça. pour remettre, Oui, on étire les choses et on essaie de revenir, mais ça reste flou et je pense pas que... En tout cas, moi, je suis pas capable de donner une intuition plus naturelle que ça. C'est une logique... on est quand même dans une certaine abstraction dans le calcul de ce truc-là. Pour moi, c'est le produit scalaire de E et D par la matrice A. La matrice A, c'est interposé dans le produit scalaire. Donc là, la matrice A peut élargir l'espace d'une certaine manière, parce que, si vous voulez, moi je peux voir un peu comme l'espace vu par le prisme de la matrice A. Quand je regarde l'espace par le prisme d'une matrice comme ça, il est élargi d'une certaine manière, comme si j'avais des lunettes. Et après, ma notion de vecteurs orthogonaux, je dois l'avoir par le même prisme, par les mêmes lunettes qui ont déformé l'espace. Donc, dans cet espace qu'on voit ici déformé, le produit scalaire E fois D, produit scalaire D égale 0, il est déformé aussi. Donc, on a une notion de vecteurs orthogonaux par rapport à cet espace-là. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici?
ce que je disais tout à l'heure, donc ici j'ai, ici, ok, c'est D1, je l'écris comme ça, D2, je fais le calcul. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais considérer que la première composante de E, c'est 1, et il me reste à déterminer E2. Okay, j'ai fait la même technique tout à l'heure. Je veux que ce truc soit 0. Je m'amuse à le développer. Ça me donne, si vous voulez, voilà, je fais là le produit matriciel. Ici, je vais avoir D1. Si je fais la... Vous comprenez? Je fais cette multiplication-là. Rien de sorcier. Je me retrouve ici avec D1. Et ici, je me retrouve avec D2. 2 D2. C'est vraiment avec convecteur. Vraiment pas sorcier. Je veux que ce truc soit 0. Ok. Donc, je me retrouve avec D1 plus E2 fois plus 2 fois E2 fois D2 égale 0. Là, le 2, d'où ça sort le 2 d'ici? Ça sort de ce 2-là. Donc, en fait, je peux même aller un peu plus loin dans la formule. Au lieu d'écrire bêtement 2, je vais écrire A de 2,2. Parce que si j'avais 3 à la place, le calcul aurait été fait le même. Si j'avais 3 ici, si j'avais eu 3 ici, le 3, il aurait fini ici. Okay, et ici aussi. Ça me donne une formule pour D2. Quelle est la formule alors pour E2? Oui, donc. Ça me donne quoi? Moi, D1, je vais l'écrire façon Julia. Ok? Je veux que ce truc-là. Tac, j'ai ça. Si vous voulez, c'est ça. Tac, j'ai ça. Moi, D1 sur ça. Vous me suivez? Ah, désolé. Et le commentaire, c'est ça. Et ce truc-là, tac, A2, D2. D2, c'est ça. E2, ça disparaît. Bon, il y a une petite embrouille, mais bon, c'est ça. Je pense que je me suis pas trompé dans la chose. C'est ça. C'est ça. Ok. Si vous voulez, j'écris comme ça. Ok. Donc, je vais définir mon nouveau vecteur sur lequel je vais me déplacer par la suite comme le nouveau D. Pour moi, c'est un nouveau D. Le nouveau D, c'est sur la première position, j'ai 1, parce que c'est comme ça j'ai calculé E1. Et ici, je mets la formule de E2, qui est ça. Et grâce à ça, j'obtiens la nouvelle direction. Okay. Donc pour l'instant, ça c'est que du commentaire. Là, vous avez vu comment ça marche. J'enlève les calculs. Et ici, je commence en fait l'itération 2. Et je vais exécuter le programme juste pour voir cette nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est 1 moins 1. J'étais là. J'étais où? À moins 0,33, à 0,33 moins 0,33. Et je vais m'avancer vers 1 moins 1. Si vous voulez. Pour moi, la direction 1 moins 1, à strictement parler, c'est ça. Mais je peux aller dans les deux sens. Comment déterminer le sens? Le sens va être déterminé par la valeur de t qu'on va déterminer. Du coup, on va refaire la dérivée. Oui. Mais vous comprenez,
c'est pas orthogonal au sens géométrique visuel du terme parce que tout est vu par le prisme de la matrice A. Mais du coup, l'idée, c'est que je pense que pour être plus correct, c'est un peu ça. En tout cas, ça passe par le centre. Vous allez voir. C'est un peu ça. La nouvelle direction. Ça, c'est deux vecteurs orthogonaux par le prisme de la matrice A. Ok, ça c'est... Ok, ça c'est ce que j'appelle E, mais dans le code, je l'appelle DEM. Et par la suite, pour trouver la valeur de T, je m'amuse pas à refaire tout le bazar de calcul. Pourquoi? Je reprends le même calcul, parce que le nouveau D il a été mis à jour, X a été mis à jour, je refais le calcul et après je fais X égale X plus TDEM. Et println X. Non, parce que le calcul a été fait par rapport à un X et par rapport à un D. Et là, je l'ai. Vous rappelez tout à l'heure avec la descente de gradient, on pouvait faire je ne sais plus combien d'itérations, même pour n égale 2, on l'avait fait. J'avais mis 100 itérations en fonction de la valeur du pas, ça pouvait aller plus ou moins vite. Une fois, il l'a fait en une douzaine d'itérations, c'était bien. Mais là, j'exécute la chose. Et ça, c'est la valeur. Ça, c'est le println. Ça, c'est la valeur à la fin de la deuxième itération de mon x. C'est 0, 0. Parce que j'ai e puissance 17. Je vais écrire comme ça. Et la valeur objective, je vais l'afficher aussi. La valeur objective, c'est ma champ e puissance moins 33. Deux itérations, le problème est réglé. Je dirais que c'est quand même spectaculaire, d'autant plus que ça marche vraiment pour n'importe quel DEM. Je peux prendre 3 à 9. En principe, à cause de cette notion d'orthogonalité. Voilà. Il l'a eu. Ici, c'est ok, ça c'est la solution. Oui, donc j'écris comme ça. Tac. Virgule X, pardon. Donc il arrive. Et ce qui est intéressant, le 2 d'ici, vous vous rappelez, c'est pour ça que j'ai mis ici A, 2,2. Je peux même le modifier. Donc je change la matrice A. Bon, voilà, c'est un peu moins précis pour diverses raisons de précision. Mais là, il est beaucoup moins rapide. oui. Là, il est beaucoup moins rapide. Ah oui, non. Ici, c'est pas ce qui n'est pas correctement calculé. C'est la formule du DEM. La formule ici. Oui, oui, on doit revenir en arrière, mais ici, oui, dans le calcul de la dérivée, je peux me hasarder, si vous voulez, mais je sais plus trop. Ça vient de... Bon, vous comprenez, je pense que c'est un truc comme ça. Il faut refaire le calcul. Peut-être je peux me hasarder. Je mets ça. Vous comprenez ce que je fais? Et j'espère deviner très très vite la formule ici. Non, je pense que c'est ça au carré. Bon, c'est assez complexe. Oui. Je pense. Et ici, excusez-moi parce que j'avais quoi? J'avais ça. D2 au carré.
je sais plus. Donc soit c'est, si je pense que c'est 2 fois A, si je pense que c'est ça, et ici, j'essaye ou pas? Ok, c'est la dernière chose que j'essaye. Mais sinon, on peut refaire le calcul, mais c'est pas cool de revenir en arrière, refaire le calcul. Ici, c'est soit ça. Tac. Ah, voilà, par erreur ou par hasard, je l'ai eu. J'ai mis à jour la formule qui calcule le truc même là, donc là j'ai mis 3, ok? Vous comprenez, 2 itérations, il l'a eu. Ok, ça sert à rien de continuer, je mets 9 ici, il l'optimise. Parce que tous mes calculs à partir de là se font par rapport à cette valeur A 2,2. Et la chose peut fonctionner de la même manière si je m'amuse à utiliser n'importe quelle matrice A, sauf que le calcul, si on le fait comme ça, il va devenir criminel. Je m'amuse pas à le faire là, pédagogiquement, c'est pas correct, mais du coup, celle-là est peut-être beaucoup moins simple enfin, elle est peut-être beaucoup moins souple lorsqu'on l'implémente parce que, enfin, par exemple, le T là, moi je l'ai implémenté de la manière la plus pédagogique que j'ai pu imaginer pour le monde des matrices 2x2, où j'ai essayé de garder les formules assez simples. Ce que je veux dire, c'est par exemple, avec la matrice avec la descente de gradient, pour plus ou moins n'importe quelle matrice, ça marchait, pour en gros n'importe quelle courbe, alors qu'elle est beaucoup plus spécifique, quoi, je veux dire. Oui, la seule condition qu'il faut imposer, c'est que A soit positif défini. Mais ça marche. Donc, je veux dire, ce serait beaucoup plus difficile de faire un code. Oui. Les formules sont beaucoup plus compliquées que pour. Ici, ça explique un peu, en quelque sorte, ce que je viens de faire. Donc, en rouge, vous voyez, en 2 itérations, il arrive. Toujours des courbes de niveau, un peu ce que j'ai montré. Sauf que moi, j'ai donné des valeurs et ça, c'est en vert, je pense que c'est le gradient classique. Ouais, mais c'est le gradient classique avec le. Enfin, quand même, où on s'arrête quand même au moment où les courbes de niveau, c'est juste l'orthogonalité normale. Ah oui, excusez-moi, oui. Ça doit être, une descente par orthogonalité normale. Oui, parce que vous voyez l'orthogonalité, oui. J'ai même pas eu le temps de lire la chose, mais ça fait beaucoup de sens ce que vous dites. C'est pas la descente de gradient, c'est pas orthogonalité classique, mais la descente de gradient, c'est clair, ça peut prendre des milliers d'itérations au pire, en fonction du pas. Mais là, c'est limité, donc après, ce que je dis, les formules ici, c'est pas vraiment beaucoup plus dur à implémenter si on prend cette formule-là et on les écrit, mais bon, c'est quand même un truc, c'est plus compliqué que la descente de gradient à écrire. C'est pour ça, moi, j'ai essayé de simplifier. Ce que je pensais faire par la suite, reprendre les notes où j'ai décrit la méthode de gradient, du gradient conjugué au cas plus général. Donc, je voulais voir ça avec vous pour finir. Sauf si vous avez déjà des questions sur ce que je viens de dire. Non, donc ça c'est les notes que je vous ai déjà données. Donc du coup il s'agit d'une méthode itérative qui ressemble à l'algorithme du gradient avec une spécificité. Chaque pas, je l'appelais tout à l'heure D, mais ça c'est le pas. XK plus 1 moins XK doit être conjugué par rapport au pas qui s'ensuit. C'est-à-dire on doit avoir cette propriété-là. Ce que vous avez fait avec moi, j'appelle ça A, j'appelle ça E et j'appelle ça D, ou l'inverse. C'est la formule.
Tout à l'heure, on avait mis D. Ah oui, D. Sur la droite et ensuite E sur la gauche. Oui, mais sachez que cette formule, si c'est 0, si je transpose toute la formule, ok, donc bonne question. Là, si j'ai, disons, j'écris comme ça, j'ai PK transpose A, je me permets, PK plus 1 égale 0. Si je transpose la chose, si j'écris comme ça, si je transpose ça, comment ça s'écrit là, transposer? Je prends le dernier terme, je le transpose. Donc, tout ça, je veux dire que ça, c'est équivalent à PK plus 1 transpose à PK égale 0. Je transpose A, ça donne A. Je transpose PK, transpose, ça donne PK. Et moi, dans mes calculs, ici j'avais A. Ici j'avais D, la direction courante. Et ici, ce que j'appelais E, la prochaine direction. E transpose, bien sûr, oui. E transpose, oui. J'avais travaillé avec ça. J'ai fait le calcul et j'ai obtenu la chose. Ok. L'article Wikipédia est... ok. Mais après, bon, bien sûr, je trouvais bien l'article Wikipédia, mais... moi, j'ai essayé de simplifier les calculs dans tout ce que je présente par la suite. L'objectif, c'est de minimiser une fonction de ce type-là. Vous comprenez pourquoi on mettrait souvent 1 sur 2? Parce que la SIN de la chose, c'est A fois 2, si je laisse comme ça. Oui, mais si je l'écris avec un 1 sur 2 ici, je peux considérer que la SIN, c'est A. Ok, avec A strictement défini positif. Donc la SIN HF, c'est A, et le gradient, c'est AX moins B. Si vous faites ça, ok, donc je continue sur... j'essaie de présenter ça, d'accord? Mais déjà, vous avez des questions jusqu'ici? En termes de complexité, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que on se débrouille mieux à prendre ça et à essayer de trouver un orthogonal plutôt que faire plein de fois les gradients, quoi. Tac. Je pense que même en termes de complexité, ça marche, parce que le problème se pose si jamais les matrices sont gigantesques. Donc, si jamais les matrices sont gigantesques, je sais pas, 10 000 fois 10 000, on connaît PK, on connaît H, et je veux trouver PK plus 1. Donc, j'arrive. Parce qu'on ne résout pas comme ça, en fait. Oui, c'est encore plus compliqué. Justement, c'est pour ça que je me pose la question, c'est comment, en pratique, on trouve le PK plus 1. On trouve le PK sans faire un calcul débile de... Le calcul n'est pas débile, je vais vous montrer ce que c'est le calcul. Le calcul repose sur le processus Gram-Schmidt d'orthogonalisation. Je vais vous montrer ça si vous voulez. On arrive, mais on n'est pas encore là parce que moi j'ai simplifié pour écrire la question comme ça. Mais la question non s'écrit, c'est encore plus complexe que ça en fait. Je suis désolé, mais c'est encore plus complexe que ça. Et justement, je me pose la question, c'est parce que c'est pas faire des orthogonaux, c'est pas ça doit poser, enfin je sais pas, ça doit poser des problèmes de complexité. Je me demande si au final c'est pas plus simple la méthode pourrie où on fait plein de fois les gradients. Je me pose la question. Si jamais c'est le cas, je pense que c'est à partir de n égale 10 000 à peu près que ça pose problème. Parce que pour n égale 1000, je pense que les calculs qui doivent être faits à chaque itération sont de l'ordre du quadratique encore. On arrive, mais pour pouvoir répondre, on doit vraiment savoir ce qu'on doit calculer. Mais oui, calculer PK plus 1, c'est pas facile. C'est sûr.
Je dis pas que cette méthode est supérieure à la méthode du gradient classique, quoi qu'il en soit, non. Donc, ok, donc, on est là. Donc, ça c'est la f. Donc, en fait, il y a une relation entre minimiser f et résoudre ça. Pourquoi? Le gradient de f, c'est ça. Donc, du coup, le point qui minimise ça, qui est unique, parce que est strictement positif défini, c'est le seul point qui résout ça. Donc, c'est la même chose. La matrice A, elle est invertible. Toutes les valeurs propres sont positives strictement, donc le déterminant est positif, elle est invertible. Donc, il y a une seule solution. Le système AX égale B, ce qui m'intéresse, a une seule solution X. Donc, ce que j'explique ici, F a une seule valeur minimale X, qui est aussi la solution du système. Okay. Disons que je démarre avec, pour K égale 0 de 0, peu importe. La méthode du gradient, elle ferait ça. Ça c'est le gradient. Ce qui revient à avancer le long de ça, de ce PK, que j'appelle PK bar, qui est la négation du gradient, si vous voulez, comme on a fait tout à l'heure. La méthode du gradient avance sur la négation du gradient. Ok. La méthode du gradient conjugué modifie ces directions de descente pour les rendre conjuguées. Deux vecteurs sont conjugués si j'ai PA, P', A, erreur pédagogique, pédagogiquement positive. Quelle est la relation ici? PA, P' égale 0. P transpose A, P' égale 0. Non, là, comme ici. On peut se perdre, je peux faire une petite pause parce qu'on se perd dans la notation. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas très grave. Ok. Après, là j'avais que 2 itérations à faire, donc je voulais que ma nouvelle direction soit orthogonale par le prisme de la matrice A par rapport à la direction précédente. Mais dans un espace n-dimensionnel, mon PK doit être conjugué par rapport à toutes les directions précédentes. Ok, c'est comme si je passais du monde 2D au monde 3D. Je veux que PK soit orthogonal sur un hyperplan. Ça revient à ça. Donc on va modifier la direction générée par P bar K. P bar K, c'est la direction du gradient classique, si on l'utilisait. On va modifier cette direction PK pour la rendre conjuguée par rapport à P1. Ok. Et par la suite, la longueur sera calculée pour annuler la dérivée directionnelle de ça. Le gamma, c'est mon T. Tout à l'heure, j'avais f de x plus t d. Ici, j'ai f de x plus gamma pk. J'appelle g de gamma et je dérive par rapport à gamma. Bon, la grosse question que votre collègue a évoquée, j'ai mon pk bar. J'ai mes p1, p2 jusqu'à pk moins 1. Je veux rendre cette direction conjuguée par rapport aux autres. Ok. Là, ça a l'air d'être un truc de fou. C'est surtout en termes de complexité. Bien sûr. Là, après, ça c'est juste un calcul, mais en termes de complexité, ça vaut, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ça? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit intéressant par rapport au gradient? Parce que là, effectivement, vu comme ça, j'ai l'impression, sous réserve qu'on ait normalisé les directions pour le gradient, quand on ait normalisé tout, j'ai l'impression que le gradient reste plus intéressant, mais je fais peut-être erreur. Donc je vais vous dire comment on peut faire un truc comme ça. Donc je vais écrire. Donc vous comprenez, la question est là.
Après, je dis peut-être des conneries. Non, vous avez la question est tout à fait pertinente et très importante. Hein. Donc, j'écris comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'écris comme ça. J'ai mes P1, P2 jusqu'à PK. Et je veux générer je pars dans P bar. Ok, je l'appelle P' à la place de P bar. Et je veux transformer le P' dans un P tel que P transpose A PI égale 0 pour tout I dans P1 dans ça, ok? Pour tout I de 1 à K. Pour tout I de 1 à K, je peux l'écrire. C'est ça ce que je veux. Ok? À quoi ça revient ça pour donner l'intuition? On suppose pour démarrer que A c'est l'identité. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux faire en FEM? Imaginez qu'on est dans un espace, qu'on a des vecteurs 3D. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai des vecteurs 3D. Et pour faire... Ma question, c'est pas vraiment comment l'avoir, mais c'est quand est-ce que c'est intéressant. Oui, une fois qu'on explique comment on la calcule, vous allez avoir une image plus claire de à quel point c'est difficile. Donc, imaginons que P1, c'est le vecteur 1, 0, 0, d'accord? X, ça, c'est le vecteur qui pointe vers l'axe X. P2, c'est le vecteur qui pointe vers l'axe Y. Et j'ai P', le vecteur 3, 9, 2, 9, 7. Je veux transformer P' dans un P tel que P fois P1 égale 0 et P fois P2 égale 0. Ça revient à dire quoi? Ils sont tous orthogonaux? Oui, ils vont être tous orthogonaux. Et P fois P1 égale 0. P1, c'est que ça. Ça veut dire que le vecteur que je calcule, il doit avoir 0 sur la première position et 0 sur la deuxième position. Donc, il faut que je me débarrasse de ce truc-là et de ce truc-là. Et que je reste avec mon 7. Et comme ça, il sera orthogonal aux autres. Comment je fais ce calcul-là? Voilà comment on le fait. Oui, c'est une forme de projection. On va faire... On démarre avec P'. Et je vais dire P' égale P', moins le vecteur P1. Plus P2, mais un truc comme ça. P1 fois produit scalaire de P' et P1. Scale prod, j'écris comme ça, scale prod P1 P'. Ce produit scalaire, dans mon cas, entre P1 et P', ça vaut 2, 1 fois 2. Donc, de ce 2-là, j'enlève 2. C'est comme ça que je me suis débarrassé de tout ce qu'il y a dans P', non orthogonal sur P1. Vous voyez? Parce que du moment qu'elle est, admettons, je calcule le produit scalaire, scale prod, de ça. Bon, je m'avance dans tout ça. Scale prod de ça, virgule P1. Parce que c'est ça l'objectif. Le produit scalaire du résultat doit être orthogonal. Ça sera 0, oui. Parce que ça va donner quoi? Ça va donner scale prod de haut. P' et P1. Moi,
Oui, vous avez vu, oui. Ouais, ça donne 0. Donc, donc c'est ça la formule. Par la suite, j'appelle. Pareil, le nouveau P', moi, P2 fois scale prod de P2 virgule P'. Et bon, là, si, à partir de là, vous comprenez, après je passe, si j'avais plusieurs vecteurs jusqu'à K, je fais soit avec vecteur K, vous comprenez, et je fais la même chose pour vecteur 3 jusqu'à vecteur K. Et bon, la seule chose qui change lorsque je passe dans l'espace avec un A, qui n'est pas l'identité, c'est que ce produit scalaire-là, que vous voyez ici, mon produit scalaire, c'était quoi? P transpose A, PI avec A l'identité. Ce produit scalaire devient quoi? Au lieu d'avoir produit scalaire P1, P', j'ai mon truc. P1, c'est le truc le plus théorique que je fais parce que je risque de perdre tout le monde, j'ai ça. Le produit scalaire, il est remplacé par ça. Là pour P1, là pour P2, là, vous comprenez? Là pour P3, et là pour PK. Donc pour obtenir le P' final, c'est le P que je veux construire. Donc on voit plus clair, je pense, dans votre question. On voit plus clair parce que pour calculer, une fois que j'ai mon P', oubliez ça. Une fois que j'ai mon P' donné par le OK, je veux calculer le P. Je dois faire ça pour le calculer. Donc là, on peut évaluer le coût computationnel. Là, c'est énorme si on fait ça. Donc là, jusqu'ici, j'ai ça va. C'est une soustraction. Mais je dois faire, K fois, je dois faire ça. Il y a plein de produits matriciels dedans. Oui. C'est énorme. Mais c'est bien pour ça que Donc là, pour que les choses soient claires, je dois faire K fois quoi? Ça. Au lieu de P3, GPI. Oui. Pour obtenir le P', j'ai l'impression que c'est un système d'équation matricielle. Tout ce truc-là, c'est un processus d'orthonormalisation qui s'appelle Gram-Schmidt. Oui, c'est des produits matriciels comme si vous tapez Gram-Schmidt process, c'est tout ce que je peux vous... Je ne sais pas si vous voyez cette figure-là, c'est un truc comme ça. Je passe en français. Ouais, donc c'est ce truc-là que je viens d'expliquer, si vous voulez. Ou proche U V2, dans mon cas, c'était un produit scalaire. Et là, lorsque j'ai A, A intervient. Donc là, c'est des... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais j'ai du mal à dire exactement ce que c'est. Ce que je me demandais, en fait, c'est que, est-ce que, tous les P' qu'on obtient, ouais. Est-ce qu'on va essayer de déterminer chaque composante de P' par rapport à l'équation qu'on a sur le P1, le P2, le P3? Ouais, il faut tout faire, je pense. Alors, du coup, on est obligé d'avoir le même nombre d'équations que le nombre de composantes de P', si je comprends bien. Oui, qui est N. C'est pour ça que je me dis que c'est ultra complexe. Hein, c'est pour ça que je me pose la question de la complexité de la méthode. Donc la complexité. Parce qu'au final, on va se retrouver avec ces équations, mais surtout, est-ce que... En pratique, par contre, c'est intéressant que si tu vas pas jusqu'au bout. Si tu regardes la Wikipédia, si tu vas jusqu'au bout, c'est égal à Newton, de toute façon, le truc. C'est au minimum quand tu vas jusqu'au bout. Mais si tu vas jusqu'au 1, c'est le gradient normal, puisque tu fais juste descendre, et du coup, c'est juste une question d'ordre. Mais la question, c'est est-ce que
la question c'est est-ce que c'est plus intéressant que le gradient, quoi, parce que si tu vas jusqu'à, je me dis que si tu vas jusqu'à 100, ça a une complexité énorme, ce truc-là. N égale 100, vous dites? Ouais, tu dois être obligé de faire Non, mais pour que la question soit claire. Non, en fait, il te faut donc un certain nombre de P avant de pouvoir calculer le P. C'est-à-dire, par exemple, là, on se résout par exemple à une matrice de 1 sur 2, donc il nous faut initialiser 2P pour avoir le P3. Oui, disons qu'à la limite, K peut aller jusqu'à N. Le nombre de vecteurs. P1, c'est le projeté sur le projeté de P? Non, c'est au niveau de l'implémentation. Tu veux, par exemple. Ah oui, tu veux dire que tu dois garder en mémoire tous les précédents gradients. Ouais, bah c'est ça. Mais après ça je pense pas que ce soit le truc le plus hardcore, parce que à la limite ça c'est des vecteurs, mais t'as quand même moi je pense que c'est computationnellement t'as quand même là c'est du n carré. Tu fais n carré produit matriciel, c'est énorme en fait. La question, c'est en fait, au tout début de ton initialisation, au final, tu auras une matrice de P. Avec la première colonne, une matrice de P. La solution finale du problème, comment on la calcule? Au tout début de l'algorithme, on va se retrouver au final en fait avec une matrice de P dont le nombre de colonnes correspondra en fait à la dimension de A. Oui, mais la réponse finale, on va pas. Nous, on a généré les P1. Disons qu'on a généré de P1 jusqu'à Pn, toutes les directions, parce que c'est ça l'idée de l'algo. Je l'ai pas dit de manière très claire, mais laissez-moi juste vous dire, voilà, les PK, ce qu'il veut dire ici, les PK sont une suite de n directions conjuguées 2 à 2. Ce que je viens de dire, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais les PK, si je génère toutes ces directions, elles représentent une base de l'espace, et je dois déterminer sur quelle longueur je dois aller sur chacune de ces directions. Donc, là, une fois que j'ai généré ça, mon algo va partir de X. Après, il va prendre un pas TI, T1 fois P1. Je ne sais pas si je me fais. Après, il va aller à T2 fois P2. Vous me suivez, plus T. C'est comme ça que je construis ma solution finale. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas bien compris la question, on est un peu perdu. Ce n'est pas les valeurs de P1, P2, P3 qui m'intéressent pour donner la solution optimale à la fin. C'est des étapes intermédiaires pour moi. Je sais pas, on est quelque part perdu, je sais pas. Ou j'ai rien compris. Ça m'arrive aussi de ne rien comprendre des fois. Désolé, c'est ma faute. Non, mais vous avez raison, mais... J'ai embrouillé le truc. Mais moi, ça m'a dit. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vrai que si je dis le truc là, en gros, dans la vie pratique, si je lis dans ce bouquin, la grande majorité des méthodes qui sont inspirées de la quotient conjugué vont pas un peu plus loin que d'autres. C'est-à-dire que tu vas pas te faire chier à aller jusqu'à tu vas pas te faire chier à garder en mémoire tous ces trucs-là. C'est pas obligatoire, oui. Voilà, et c'est parce que sinon ça augmente la complexité. Moi, c'est ce que je comprends. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc que dans la pratique ils n'utilisent pas ça c'est le calcul, et puis en fait après tu fais pas, tu t'arrêtes largement avant d'être arrivé au bout de ta base. Bien de laisser les auditeurs discuter, mais dites-moi si c'est pas clair. J'ai mon P1, j'ai rien à conjuguer. Mon P1, c'est comme pour la première direction, c'est comme la descente du gradient. Mais je calcule X plus T1 P1 de la même manière que je l'ai fait moi avec le code Julia, là où j'ai dérivé par rapport à T.
Oui. Vous vous rappelez, pour calculer le pas qu'on avance sur la direction P1. Et comme ça, j'ai calculé ça à l'itération. Donc, à la fin de l'itération 1, j'ai fini le calcul jusqu'ici. C'est ça ce que tu dis qu'il ouvre. Mais après, non, excusez-moi, non, il a dit autre chose. Ça, c'est la première direction. Il n'y a pas grand-chose à calculer quand même. Mais à partir de la deuxième itération, il faut calculer tout ce truc-là. Ça veut dire qu'il faut faire 4 fois un truc de ce genre-là. Ici. Pardon, mais du coup, ça va être le truc qui est orthogonal, ça va être la direction orthogonale. Oui, pour calculer le nouveau P orthogonal, il faut faire tous ces calculs-là. Donc ici, j'ai PI fois... ça, c'est une valeur. Il faut calculer cette valeur-là. Ça, c'est une valeur 1, 2, 3, 9. Ici. Ce qu'il dit... Mais regardez, qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai un produit de type... tableau fois... Tableau... Ça, c'est... lignée fois matrice fois colonne. Ah oui, c'est pas vraiment multiplication de matrice. Parce que j'ai une lignée fois une matrice fois une colonne. Donc chaque multiplication, c'est une matrice fois un vecteur. Un truc qui peut s'exécuter en n carré sans difficulté. Non? Ouais, mais déjà, du coup, si on va jusqu'au bout, c'est du n carré au carré. Donc, c'est du n4. Et du coup, c'est pour ça que c'est... Non, c'est pas n carré au carré, c'est n carré fois n. Ah oui, pardon, autant pour moi. Donc, ça donne n3 quand même. Ouais, désolé. Autant pour moi. Donc, si n n'est pas supérieur à 10 000, ça va. Si, mais après... Et vous voyez, une fois que j'ai calculé P1, je calcule P2 avec ces formules-là, et j'avance dans le calcul de la fonction objective, comme ça. Pardon, de ma solution optimale. J'essaie aussi de répondre à sa question, si je l'ai bien compris. Tac, étape par étape. Oui, c'est un peu ça. Donc, dites-moi, oui. Ah oui, parce qu'en gros, là, lui, la complexité, c'est du n cube, du coup. Oui. Et alors que l'autre, le gradient, c'est quoi? C'est n carré? C'est n fois le nombre. Enfin, le nombre d'itérations. Même pour le gradient conjugué, pour calculer le gradient, il faut faire AX. A multiplié par X. Ouais, mais du coup, ça reste du n carré. Ça, c'est du oui. n carré. Du coup, donc, n carré fois le nombre d'itérations. Fois le nombre d'itérations. Alors que pour ça, on a n carré. Ah, donc tant que le nombre d'itérations est plus petit que n, en gros, ça c'est bien. Oui, en fait. Ah oui, ok. Non, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit, c'est pas si simple que ça. Parce que ici, il n'y a pas encore de garantie sûre, claire et nette que le nombre d'itérations est borné par n. Même pour le gradient conjugué. C'est seulement sur certaines conditions. Parce que, vous voyez, l'algorithme a fait. La condition d'arrêt, c'est pareil que celle du gradient. Si le pas est suffisamment, si un truc est suffisamment petit, on fait break. Après, pour montrer le nombre d'itérations, tout ça, c'est des choses plus complexes. C'est pas sûr que c'est n, mais très souvent, le nombre d'itérations est borné par n. Donc, du coup, tu as un calcul de l'ordre de n carré par itération, fois n. On met le nombre d'itérations à n. Admettons, si le nombre d'itérations est borné par n, bon, il y a des choses plus... Bon, là, c'est des choses plus complexes pour voir... je ne parle pas du nombre d'étapes nécessaires, mais si le nombre d'étapes nécessaires, c'est n, admettons, alors on doit faire n fois un travail de complexité n carré. Là, mais la descente de gradient, elle fait par itération aussi un travail de complexité n carré pour calculer AX. Mais le nombre de fois, le nombre d'itérations qu'il y a, d'accord? Et pour la descente de gradient, le nombre d'itérations peut légèrement dépasser n. Le nombre d'itérations, ça dépasse n très souvent. Quoique, bon, ça dépend aussi un peu du problème, mais vous avez vu avec moi tout à l'heure, même pour n égale 2, j'avais une douzaine d'itérations. Mais pour n égale 1000,
peut-être que je peux m'en sortir avec moins de 1000 itérations. Bon, à partir de là, tant qu'on n'a pas le code à exécuter, tant qu'on ne le voit pas, on a du mal à expliquer, mais le travail par itération de cette méthode-là, il est de l'ordre de... Du coup, en gros, oui. Ça dépend du coup du nombre d'itérations, mais oui. En fait, c'est-à-dire qu'en termes de complexité informatique, quoi, oui. Les deux méthodes, elles se valent en fait. Par itération, sauf si je zappais quelque chose, par itération, les deux méthodes se valent. D'accord. Oui, parce que vous voyez, il y a les alpha K, un peu ce que j'ai... Regardez l'algo si vous voulez. Ici, tac, tac, tac. Quadratique, 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 quadratique. Oui, le plus gros calcul par itération. C'est la même chose que je vous ai expliqué, mais sous une autre forme. Le travail par itération, c'est ça. Le plus gros calcul, c'est ce truc-là. Ou par là, il y a aussi des calculs par là, pardon. Il y a aussi des calculs par là. Ben, c'est de l'ordre de n carré parce que alpha k, c'est des valeurs scalaires. Tout est quadratique, je pense. Sauf si je zappe quelque chose. Ok, donc... bon, je ne sais pas si j'ai pu clarifier toutes les questions possibles et imaginables. Peut-être pas, mais... Ouais. C'est quoi quadratique? Quadratique? Oui. N carré. Ah, n carré, ok. Travail O de n carré, quadratique. Ouais. Mais un tel algorithme... Quadratique, ça va. Non, j'ai dit un tel algorithme qui a cette complexité-là. Moi, je ne sais pas. Ça va, oui. Quadratique, par itération, ça va. Mais il faut faire plusieurs calculs quadratiques, quand même. Il faut tenir compte de ça. Oui, mais je pense que votre collègue, il avait peur de n cube, qui est encore pire. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est n cube. Après, Tant que je suis dans des scalaires ici, tant que ça c'est des vecteurs colonnes ou vecteurs lignés, une multiplication d'une matrice, je me trompe, non? Non. Multiplication d'une matrice avec un vecteur, c'est quadratique. Oui, mais après le truc c'est que on va quand même devoir faire toute la base Gram-Schmidt, quoi. Donc, et ça, oui, c'est intégré dans ce truc par là, je sais plus trop. Et du coup, je sais pas. Après, c'est. Oui, c'est ça, Gram-Schmidt. Parce que ici, je passe de xk plus 1. Et du coup, et ça, c'est Gram-Schmidt. On avance beaucoup moins vite avec. Enfin, on fait beaucoup moins de soustraction de vecteurs avec celle-ci, parce que chaque pseudo-gradient, calculer chaque pseudo-gradient, c'est extrêmement coûteux. Mais par contre, ces gradients ont une meilleure direction que oui. les gradients conjugués. Oui. Et, moi, j'ai l'impression, comme ça... que le travail par itération est trop lourd. Comme intuition, j'ai l'impression que c'est très lourd. Et que c'est peut-être intéressant uniquement si on a des corrélations vraiment complexes entre les trucs. C'est-à-dire que si on a des machins qui sont assez réguliers, à la limite le gradient ça va bien converger. Et là, si on a des points de sel partout, peut-être que ça c'est mieux. Je sais pas. Oui, mais ici on suppose que la fonction est quand même convexe. Donc il n'y aura, si A est strictement positif défini, il n'y aura pas de irrégularité dans la fonction. Ça va être une fonction plus ou moins régulière si A c'est SDP. Du coup, mais même si elle est strictement positive définie, en fait on est quasiment obligé de faire deux fois parce qu'on tombe direct. Non. Pour n égale 2. N'importe quel n, puisque de toute manière. C'est juste qu'on va tirer une droite.
Après, on va trouver l'orthogonale. Oui. On va taper direct au milieu. Oui, mais en 2 dimensions. En 3 dimensions, il faut répéter le processus. Avec une 3e droite jusqu'au bout. Jusqu'à n. Pour simplifier ce que votre collègue dit, c'est qu'on a plus de travail par itération, ça c'est sûr. Oui. Mais on espère que la diminution du nombre d'itérations fait que le jeu vaut la chandelle, comme on dirait peut-être. Oui, c'est ça. C'est l'enjeu aussi. C'est l'enjeu. Sinon, ça c'est l'enjeu. Ça sert à rien de se compliquer la vie ici. c'est l'enjeu, oui. Et alors, autre question. Ouais. Si on prend le gradient, si elle est strictement positive définie, on devrait viser quasiment directement sur le centre, non? Oui, mais c'est pas 0 la solution optimale, parce que n'oubliez pas je simplifie un peu, n'oubliez pas tout ça. Il y a des termes linéaires. Oui, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en prenant le gradient, est-ce qu'on n'a pas sûr à 99% de chance de réduire le nombre d'itérations non? Par le gradient classique, non. En première direction, je veux dire. On n'est pas sûr. Et le gradient classique, il est aussi sensible au pas qui est donné par l'utilisateur, ou bien adaptatif peut-être, alors que... Ce que je veux dire, c'est que c'est strictement positive définie. Ça veut dire que c'est strictement convexe la fonction, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que le gradient de base, il est quasiment rond. Il ne pointe pas vers l'optimal, non. Ah oui? Pas forcément, non. Ah oui. Non. Même pas en 2D. Ici, même pour cette fonction-là, x carré plus 2y carré, Ah, c'est vrai que si on se met tout en haut à droite. si je pars d'ici, c'est très facile de voir. Vous démarrez du point A1. A1, le gradient, ça va être 1 de 2, 4, si vous voulez, un truc. 2, 4, donc... il va pas vers... il prend la vraie orthogonalité plutôt que l'orthogonalité oui. Par rapport à la réalité. Oui, mais le gradient ne va pas générer une droite qui passe par 0. C'est non. Ok. Non. Mais je pense que c'est à partir de ce type de questions qu'ils ont inventé cet algo. Il a été inventé dans les années 40, je pense, pendant la guerre, ou même un peu avant. Ah, c'est vrai. Je pensais que c'était pendant la guerre. Et là, il y en a un d'algorithme qui m'a l'air super cool et puis simple et puis en termes à la fois en termes d'idées que de complexité. C'est en fait de faire plusieurs fois le gradient normal. Oui. Et de faire de temps en temps la moyenne des précédents regardez, la moyenne des précédents déplacements. De faire un saut au centre. De faire la moyenne des précédents gradients. Comme ça, et de se déplacer selon cette direction. Je trouve que c'est assez cool. Oui, au lieu de suivre bêtement la formule, on regarde. Oui, on se redresse, oui. Ça a l'air super simple, tu vois, comme ça, tu fais plein de fois le gradient. Ouais, et puis après, tu as une moyenne. Je me dis, bon, au lieu de faire bêtement ce truc-là, je vais me déplacer selon ce vecteur-là, tu vois, de temps en temps. Non, c'est sûr, comme ça, tu gagnes peut-être 2 ou 3 steps d'un coup. Et si tu es sur un half-pipe, tu vois, si tu fais, genre, tu es sur un half-pipe de surf, si tu fais tout le temps ça permet de... Tu gagnes, tu divises par 2 quasiment. Mais on va faire, si vous voulez, une pause de quelques minutes, parce qu'il nous reste 1 heure.